recevons pour cet énième entretien des éveilleurs Tugdual Denis, qui a écrit un excellent livre sur la vérité sur le mystère Fillon. Tugdual Denis, bonjour. Bonjour Pierre. Ma première question, c'est quel est l'objectif de ce livre et pourquoi François Fillon vous a choisi, vous, pour l'écrire? Alors en fait, moi j'avais une double frustration à la fin de la campagne présidentielle, c'est que les journalistes politiques ont été transformés en chroniqueurs judiciaires pendant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il fallait s'intéresser au parquet national financier, il fallait connaître les procédures dans lesquelles était impliqué François Fillon. Et le journaliste politique qui s'intéresse aux idées et un peu à la personnalité, lui, était condamné à ne pas pouvoir traiter ces domaines-là. Donc moi je suis sorti de la campagne présidentielle en me disant finalement c'est dommage, on n'a pas pu savoir ce que voulait faire François Fillon comme président de la République et par ailleurs qui il était, puisque quand on est journaliste on est un peu aussi portraitiste et on aime bien sonder les âmes et les cœurs, comme on dit. Et donc, j'avais cette idée un peu en tête de me dire François Fillon, le film n'est pas terminé, j'aurais aimé en savoir plus. Et il se trouve que je suis un peu ami avec Anne Méot, qui est une communicante qui s'occupe de François Fillon, qui a travaillé pour Valéry Giscard d'Estaing quand Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, qui a depuis monté une société qui s'appelle Image 7 et qui est une grande société de conseil en communication et d'influence à Paris. Et elle avait été la conseillère de François Fillon pendant l'élection, pendant la campagne présidentielle. Et en fait, je vois un jour Anne Méot qui me dit tiens, j'ai déjeuné avec François Fillon ce midi. Il aimerait bien raconter un peu sa part de vérité, mais il ne sait pas trop comment faire, il n'a pas envie d'écrire lui-même, il pense que sa parole n'est pas audible en ce moment, c'était avant le procès de mars dernier. Et est-ce que ça t'intéresse? Et donc j'ai dit banco, et la proposition avait été faite aussi au directeur de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, pour qu'on écrive le livre à deux. Mais Geoffroy était moins intéressé, moi j'ai dit banco, et donc j'ai pu enfin réparer la frustration qui était la mienne. Dans la première partie du livre, vous abordez l'intimité de François Fillon. Vous passez un an avec lui, dans sa famille, auprès de ses amis, auprès de ses enfants. Après un an d'immersion dans son intimité, qui est vraiment François Fillon ? Moi, la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que c'est quelqu'un d'authentique. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de chaleureux, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un même de sympathique, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est forcément proche du mode de vie du français moyen, mais c'est quelqu'un d'authentique puisque effectivement, il ne fait pas semblant d'avoir la vie qu'il a. Il a un cercle très restreint d'amis qu'il choisit avec, on sent des goûts très affirmés, que ce soit pour leur mode de vie, que ce soit pour leur qualité relationnelle. Et c'est ça qui m'a plu justement, c'est que quand on est journaliste politique, on est souvent habitué à rencontrer des personnages qui vous tapent dans le dos au bout de quelques minutes, qui sont dans la séduction permanente. Il n'y a pas plus séducteur qu'un homme ou une femme politique envers les électeurs, mais aussi envers les journalistes. Et François Fillon n'est pas du tout dans cette séduction. Et après, effectivement, j'ai trouvé aussi quelqu'un qui n'avait pas tellement confiance en lui. Et ça, à nouveau, c'est pas du tout une qualité propre aux hommes politiques, normalement, qui sont pleins de certitudes, qui sont même pleins d'eux-mêmes d'une certaine manière. Et François Fillon, donc au fur et à mesure des pages de ce livre, explique à quel point, par exemple, quand il est à la télévision, les formules lui viennent 3 minutes après le moment où il aurait fallu qu'il les sorte. Il explique comment, quand il était jeune ministre, il s'enfermait dans les cabines téléphonique de l'Assemblée nationale pour répéter ses réponses aux questions au gouvernement de la part des députés. Il explique qu'il ne s'est pas forcément toujours bien occupé de ses enfants, qu'il n'a pas toujours su leur dire exactement ce qu'il avait à leur dire. Il explique que sa femme, il ne s'est peut-être pas assez préoccupé d'elle aussi, et qu'il se rend compte qu'il lui a un peu imposé une vie impossible. Et donc voilà, c'était un homme qui, je pense, avait fini sa carrière politique au moment où on a passé beaucoup de temps ensemble et qui avait besoin d'exorciser certaines choses, mais y compris des choses assez personnelles. Dans votre livre, on sent un François Fillon secret, anxieux, qui doute parfois de lui. Et à contrario, pendant l'élection présidentielle, on sent un homme politique sûr de lui, un vrai leader charismatique, un meneur d'idées. Comment expliquez-vous cette différence entre l'homme privé et l'homme public ? Alors effectivement, c'est le grand paradoxe de l'existence de François Fillon, c'est d'avoir été quelqu'un confronté à la notoriété, aux médias, à la publicité, à la télévision, et en même temps, pourtant, quelqu'un de très réservé, de très discret, de très secret, de très corseté, un peu austère dans sa manière de gérer ses relations humaines.
et pourtant d'avoir voilà, battu les estrades à longueur d'année. En fait, je crois que François Fillon a vraiment fait de la politique par coïncidence et non pas par destin ou même par vocation. Il se trouve qu'il était l'assistant parlementaire d'un député qui s'appelait Joël Le Teul, un député de la Sarthe. Ce député est mort accidentellement, et de la même manière, François Fillon avait été son assistant parlementaire par un concours de circonstances pour remplacer quelqu'un. Et donc Joël Le Teul meurt subitement et François Fillon devient député en 1981. Il est benjamin de l'Assemblée, il a 26 ans. Et donc finalement, toute sa carrière comme ça va être une succession d'opportunités, de hasards et construite pas à pas, pierre après pierre. Et il n'avait jamais imaginé être ministre, puis jamais imaginé être candidat à l'élection présidentielle. Il était d'ailleurs souvent présenté comme un éternel numéro 2. Et c'est justement peut-être parce que il n'est pas arrivé en trombe que son projet en 2016 était aussi solide. C'est-à-dire que pendant 3-4 ans avant la primaire de la droite, avec une dizaine de copains, et alors qu'il était vraiment dans les choux dans les sondages, pas du tout favori d'un scrutin où c'était Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui étaient les grandissimes favoris, lui a bâti son projet dans une forme de discrétion et même d'invisibilité médiatique et politique. Et donc, c'est ce qui lui a permis d'être libre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la pression du parti, il n'avait pas la pression des médias, il n'avait pas la pression même de l'opinion, qui se souciait assez peu de ce qu'il était en train de préparer à ce moment-là. Et comme vous l'avez dit, c'est ainsi qu'il a pu concevoir une ligne libérale conservatrice. Alors libéral, la droite était plutôt habituée à formuler ce genre de projet, notamment économique et social, mais il est allé un peu plus loin parce qu'il voulait revenir sur les 35 heures, parce qu'il y avait quand même des réformes structurelles qu'il proposait, notamment en s'attaquant à la bureaucratie, au nombre de fonctionnaires, etc. Et très conservateur, en tout cas beaucoup plus que ce à quoi nous avait habitué la droite conventionnelle du RPR et de l'UMP, puis des Républicains. Et voilà, dans ce petit groupe où je décris des réunions au relais de chasse d'Henri de Castres, l'ancien président d'AXA, qui hébergeait les réunions préparatoires et stratégiques de la primaire 2016, ce petit groupe d'amis où chacun avait mené une brillante carrière et n'était donc pas dépendant de la politique, a ainsi conçu ce projet qui a remporté un succès assez inédit à la primaire de la droite. François Fillon fait 44% au premier tour et 66% au second, alors que personne ne l'a vu venir. Après la primaire, l'engouement politique autour de François Fillon est énorme. Ses amis politiques, j'imagine, se sont montrés encore plus nombreux qu'auparavant. Est-ce qu'il a encore aujourd'hui des amis politiques ou est-ce qu'il est complètement abandonné et isolé et donc il serait passé d'une star médiatique et politique à l'inconnu presque le plus total de la Sarthe? En fait, ça a été sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'a pas, comme Nicolas Sarkozy, traité, comme on dit, beaucoup d'élus, en les appelant, en les cajolant. Et donc François Fillon a bâti sa stratégie de la primaire sur un groupe plutôt isolé. Et pourtant, il y avait beaucoup d'élus qui le soutenaient. Mais bon, peut-être par non-choix, pour n'avoir pas à choisir entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et donc ça a été un peu sa force pendant le moment de l'élaboration de son projet. Et ensuite, quand il gagne la primaire, en revanche, comme il savait que la tradition politique voulait qu'on opère le rassemblement, il a laissé venir au QG de campagne tous les juppéistes déçus et déchus. Et résultat, il s'est retrouvé avec un organigramme énorme, avec des porte-paroles qui ne partageaient pas sa ligne, qui venaient à la télévision comme Benoît Apparu ou Gérald Darmanin dire que par ailleurs, ce projet, il restait quelques mois de campagne pour l'amender. Donc ça, c'était pas forcément une bonne chose. Et effectivement, quand François Fillon après est sorti de la politique, il s'est retrouvé à nouveau isolé, puisque comme il le dit dans le livre, des amis, je dis bien des vrais amis, j'en ai très peu, et parce que c'est quelqu'un qui n'entretient pas ses relations humaines. Alors vous commencez à étudier François Fillon dans un week-end à bosser dans son manoir de la Sarthe. Dans quel état d'esprit l'avez-vous trouvé, lui et sa famille? En fait, c'était très important pour moi d'aller dans la Sarthe à bosser parce que c'était quasiment devenu un personnage de la campagne présidentielle, ce manoir. Avec le mythe qui entourait effectivement, on disait que François Fillon menait une vie de château et qu'il avait un rythme de vie très dispendieux et que c'était parce que justement, notamment, il habitait dans cette immense maison
maison. Et quand je l'avais rencontré chez Adméo, comme je racontais au début de notre entretien, je lui avais tout de suite dit, moi, pour vous connaître, j'ai besoin de dîner avec vous, de voir vos copains, de faire de la voiture, parce que c'est quelqu'un qui pilote. J'ai besoin de rencontrer vos enfants, éventuellement vos frères, votre épouse, et j'ai besoin de venir chez vous. En immersion, parce que je veux savoir effectivement si le fantasme qui entoure le manoir de Bossé est quelque chose qui s'appuie sur la réalité ou non. Et la veille au soir, il m'envoie un texto, la veille au soir du week-end, et il me dit mais pourquoi vous venez pas avec votre femme et votre bébé? Parce que je venais d'avoir un bébé à l'époque, un petit garçon. Et bon, au début, j'étais un peu surpris. Enfin, déjà, j'avais envie de lui répondre parce que c'était pas prévu, quoi. Et ensuite, j'en parle à ma femme qui n'était pas très partante, mais j'insiste parce que je me dis, même si c'est bizarre sur le plan journalistique, de toute façon, mon livre, je l'écris à la première personne, il y a un parti pris, il y a une subjectivité assumée, j'assume d'être plutôt proche idéologiquement de François Fillon, et j'assume aussi de faire le travail inverse de ce qu'ont fait tous les biographes de François Fillon jusque-là, c'est-à-dire d'écrire des livres revendiqués, neutres, et où au final, il y a une énorme thèse dedans, et souvent très à charge, avec des procès d'intention, des portraits psychologiques un peu méandreux. Et donc, je me suis dit, dans la lignée effectivement de cette subjectivité, de cette méthode un peu particulière que j'avais choisie pour écrire ce livre, autant y aller avec ma femme et mon épouse, comme ça on serait à pied d'égalité, vu que lui il serait avec sa femme et une partie de ses petits-enfants et de ses enfants. Et en fait, on est arrivé dans cette maison, voilà, et ils sont venus tout de suite et nous aider à sortir le bébé de la voiture, à aider à nous porter les valises. On est rentré dans la maison, on a découvert un intérieur certes joli et plutôt bourgeois, mais avec un mobilier conçu au fur et à mesure, on le sent, des héritages et des récupérations, avec des huisseries de fenêtres un peu fatiguées, avec de la pierre inégale au sol, avec des tapisseries, bon voilà, on sentait que l'usage du temps avait fait son œuvre. Et on a passé un week-end en famille, quoi, avec un ancien Premier ministre qui va faire ses courses chez le boucher, qui nous a préparé une parmigiana, c'est un plat italien avec une superposition d'aubergines. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là ce qui est pour moi la clé du mystère Fillon, c'est-à-dire que c'est avec sa famille qu'il est lui-même. Ça paraît bateau de dire ça, mais en fait, les hommes politiques, normalement, ne sont pas du tout famille. C'est-à-dire qu'ils élèvent leurs enfants à coups d'argent de poche et de babysitting, et ils mènent leur vie, ils ne s'occupent pas d'eux. Alors que là, on a découvert une famille assez homogène, très soudée, et avec un pater familias qui est vraiment au centre du jeu, au centre de la table, au centre des anecdotes, mais qui ne tourne pas forcément d'ailleurs qu'autour de la politique au moment du dîner. Et puis une Pénélope Fillon telle qu'en elle-même, voilà, très discrète, très retirée, et en même temps assez centrale aussi dans le fonctionnement de la famille. L'écriture de ce livre s'inscrit aussi dans le souhait de François Fillon de réhabiliter son personnage public. Est-ce que du coup, votre démarche journalistique n'est pas biaisée par le visage que voudrait vous montrer François Fillon pour contrebalancer l'image qu'il a aujourd'hui dans l'opinion publique? Effectivement, journalistiquement, c'est, on va dire, pour le moins singulier comme genre de démarche, mais j'ai estimé qu'il y avait eu tellement de littérature à charge écrite sur lui que c'était rétablir l'équilibre de manière pas totalement éhontée, que de prendre le temps, alors non pas réhabiliter, mais restaurer François Fillon. C'est-à-dire que François Fillon, moi je veux bien qu'on passe 4 mois d'élection présidentielle à enquêter sur savoir si sa femme a travaillé ou non pour lui, son rapport à l'argent et la partie un peu dissimulatrice, soi-disant, de sa personnalité. Mais j'avais la conviction, et elle s'est révélée, en tout cas, moi je trouve vrai en le côtoyant, que c'était autre chose que ça. C'était aussi un ancien Premier ministre, c'était quelqu'un qui avait une vision très en surplomb des choses, c'est-à-dire que quand vous parlez avec François Fillon de politique, vous parlez de la crise de la démocratie en Occident, vous parlez de la compétition que sont en train de se livrer la Chine et les États-Unis, vous parlez de la droite, mais l'histoire de la droite sur 50 ans, et les lignes de force qui ont traversé la droite conventionnelle ces dernières décennies. Et tout ça, pour moi, c'est pas de l'invention. C'est-à-dire que j'ai pas forcé le trait en essayant d'expliquer que François Fillon, qui est quelqu'un d'un culte, avait de la culture générale, ou que François Fillon, qui est pâteau sur le plan intellectuel, était en réalité agile. Non, j'ai décrit ce que j'ai vu, j'ai écrit ce que j'ai vécu, et pendant 1 an, j'ai côtoyé quelqu'un d'assez sophistiqué sur le plan intellectuel et même sur le plan de la personnalité, puisque
D'une certaine manière, c'est un anti-moderne. C'est pas quelqu'un qui, effectivement, a les défauts de l'époque, c'est-à-dire superficialité, instantanéité, comment dire, passage d'un sujet à l'autre, où on aborde les choses qu'en surface. Non, c'est quelqu'un qui s'inscrit plutôt dans le temps long, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan relationnel. Au moment du Penelope Gate, François Fillon est décrié partout comme un homme complètement déconnecté de la réalité des Français, de cette France des Gilets jaunes. Est-ce que ce grand bourgeois que vous décrivez dans votre livre, qui aime la bonne chair et les grands crus, ne vient pas confirmer cette image d'homme déconnecté du terrain? En fait, moi je crois pas du tout, parce que je pense qu'on peut mener une existence de grand bourgeois et avoir conscience par ses lectures, par son expérience politique de terrain, parce qu'il a quand même été député, président du Conseil général, président de région, maire de Sablé-sur-Sarthe pendant des années. On peut avoir la conscience de ça. Et dans le livre, il y a autant des scènes de chasse chez Henri de Castres que une scène au comice agricole du coin où il est avec des paysans et il a l'air pas moins à l'aise avec eux qu'avec Henri de Castres. Mais de toute façon, moi j'avais un peu l'idée aussi de réhabiliter la grande bourgeoisie. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand les journalistes français parlent de cette partie de la population, c'est toujours en ricanant, c'est toujours en accusant l'argent, en accusant les bonnes manières, en accusant l'éducation exigeante, en accusant l'élitisme d'une certaine manière. Mais moi, j'ai rien contre l'élitisme, et je pense que la France et tous les grands pays ont besoin d'une bourgeoisie, ont besoin d'élites, ont besoin de gens qui, effectivement, font des études un peu plus longues, et que une fois que ces gens atteignent des postes importants et gagnent de l'argent, bah, écoutez, s'ils ont envie de vivre dans des belles maisons plutôt que dans des maisons moches, grand bien leur face. Et à partir du moment où vous avez volé de l'argent à personne et à partir du moment où vous êtes sincère et authentique, je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme mal à vivre comme ça. Par ailleurs, François Fillon, honnêtement, il a son entourage personnel, mais il a aussi une vie politique. Il a maillé le territoire de Relais, il connaît des gens dans toutes les classes sociales, il connaît des gens dans toutes les régions. Moi, je parle de son cercle très intime d'une dizaine de personnes, mais parmi eux, il y a le voisin de François Fillon qui est fermier, et effectivement Henri de Castres, mais même Henri de Castres, c'est pas parce qu'il a été président d'AXA pendant quasiment plus de 15 ans et qu'il fait partie d'une lignée de maréchaux français et son grand-père même maternel était ministre de la Défense. Donc voilà, c'est une grande famille. Mais c'est un des personnages les plus chaleureux que j'ai eu à rencontrer pour mon livre. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une particule, on peut avoir un compte en banque bien garni, mais on peut rester quelqu'un de très simple. Moi je connais des gens beaucoup moins fortunés et avec une lignée bien moins prestigieuse qu'Henri de Castres et qui sont beaucoup plus arrogants que lui. Pour nous, les Éveillés, on considère la famille comme une cellule souche de toute civilisation, un élément très important de toute société civile. On sent dans votre livre une famille très soudée autour de François Fillon. Comment ont réagi les enfants 2 ans après, 3 ans après l'élection présidentielle? Comment est l'état de cette famille, de ces enfants par rapport à leur père? Pour moi, ça a été la grande surprise et un peu la découverte de mon projet. C'était de rencontrer les 5 enfants de François Fillon. Je ne l'avais pas prévu initialement. Je pensais juste suivre François Fillon, son épouse, quelques amis, mais pas forcément ses enfants. Et en fait, je les ai rencontrés un par un. D'abord Marie Fillon, l'aînée, lors du week-end à Bossé que j'ai passé avec ma femme et mon fils, qui était là, elle, avec son mari, donc le gendre de François Fillon. Et là, au petit déjeuner, elle m'explique, les yeux dans les yeux, que la période de sa vie qui lui a causé le plus de bonheur et aussi celle qui lui a causé le plus de tourments, c'était quand elle était assistante parlementaire de son père au Sénat. Et elle a été entendue par la justice pour ça, elle a été innocentée ensuite. Mais c'est-à-dire que c'est une jeune fille qui était tellement fan de son père qu'elle rêvait de travailler avec lui. C'était un peu un père inaccessible, qui était déjà ministre quand elle était adolescente, que c'était compliqué de le voir et qu'il naviguait dans des sphères très hautes. Et en fait, on se rend compte, si on suit de loin cette histoire, on se dit, bon, bah voilà, c'est la fille à papa qui a travaillé au Sénat avec son père et qui a la chance d'avoir un père ministre ou sénateur. Et en fait, la réalité, c'est juste une jeune femme très digne, très élégante,
et qui était très sincèrement fan de son père et qui voulait travailler avec lui, et qui était étudiante en droit à l'époque ou élève avocate, et qui a eu voilà, la chance pendant 15 mois de travailler avec son père. Donc je trouvais que se dégageait une certaine sincérité de sa part et un peu une douleur aussi, parce qu'effectivement cette campagne présidentielle, c'est une énorme blessure pour les enfants de François Fillon. Et puis après, je les ai tous rencontrés un par un. Et donc, il y a Charles qui est en dessous de Marie, puis Antoine et Édouard, et il y a un petit dernier qui s'appelle Arnaud. Et en fait, ils ont tous comme point commun d'être pas du tout ramenards, d'être très homogènes dans leur goût, dans leur manière de vivre. Ils ont tous fait des bonnes études, mais sans être des gens d'apparence prétentieuse. Ils sont très soudés sur le plan familial, c'est-à-dire que perpétuellement soucieux de l'état psychologique de leur mère, très en défense de leur père, pas du tout de manière aveugle, au sens où ils diraient que leur père n'a fait aucune erreur stratégique ou de communication pendant sa carrière politique ou pendant sa campagne présidentielle. Mais on sent des gens qui sont très protecteurs de leurs parents et qui ont été énormément secoués par la campagne présidentielle. Je raconte dans la dernière partie du livre la campagne présidentielle, mais par le prisme de chaque enfant et en essayant de reconstituer un peu le récit de cette campagne folle. Et on voit que eux, ils ont été impactés de plein fouet. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils voyaient leur père à la une de toutes les chaînes d'infos et leur mère accusés de tous les maux, avec au moment de cette campagne beaucoup de fake news, d'exagération. On disait qu'ils avaient une Ferrari dans leur jardin à bosser dans la Sarthe, ce qui était complètement faux. Eux avaient des problèmes dans leur boulot où ils étaient regardés de travers. Ils avaient l'impression d'être sur écoute. Donc ils se réunissaient le dimanche chez Marie Fillon l'aînée en laissant les portables dans une corbeille pour faire le point sur la semaine, les avancées des problèmes judiciaires de leur père. Il y avait deux des enfants qui étaient donc suivis par la justice, Marie Fillon et Charles Fillon, puisque lui aussi avait été assistant parlementaire. Donc ça voulait dire des auditions par les policiers de la brigade financière, ça voulait dire des auditions par les juges d'instruction, ça voulait dire des perquisitions ou des risques de perquisition. Je raconte une scène un peu symptomatique, je trouve, de comment ils ont été impactés par cette campagne. Un soir, Marie Fillon et son mari, qui s'appelle Étienne, apprennent par des sources informelles, qu'ils risquent d'être perquisitionnés le soir même. Et en fait, dans la rue, le mari de Marie Fillon voit un homme seul, un peu rodé, et donc il est persuadé que c'est un policier qui est en train de faire ses repérages pour la perquisition du lendemain matin. Donc il le suit en fait, il commence à le suivre dans la rue. Cet homme rentre dans un restaurant et Étienne donc va le voir, le regarde et lui dit à tout à l'heure. Hein. Et il repart chez lui, il remonte dans son appartement, et il prend un post-it, il écrit « C'est ici » point d'exclamation, il le colle sur la porte et il attend comme ça pendant plusieurs heures derrière la porte que les policiers viennent perquisitionner, et en réalité les policiers viendront jamais perquisitionner dans cet appartement. C'est aussi Marie Fillon qui, le dernier jour de la campagne présidentielle, le jour du premier tour de la campagne, donc la fin de la campagne présidentielle de son père, est suivie dans la rue par quelqu'un qui accuse son père d'avoir volé le nom du micro-parti qu'il dirige, etc. Et cet homme la suit, l'insulte, et les policiers sont obligés d'intervenir au bout d'un moment. Et en fait, ils n'ont vécu que des moments atroces. C'est aussi le Charles Fillon, un des enfants de François Fillon, qui a été défendu par un avocat pendant la campagne présidentielle pour le défendre face aux accusations de travail fictif au Sénat. Et cet avocat meurt à 45 ans d'une crise cardiaque parce qu'il avait tellement travaillé stressé et que cette affaire l'avait marqué que cet avocat finit par décéder. Donc voilà, ils ont connu comme ça un espèce de TGV lancé à pleine vitesse et faisant exploser toutes leurs certitudes. C'est quand même une famille qui a chuté de très haut, c'est-à-dire qu'on peut toujours se satisfaire de la chute des puissants, mais quand vous avez été enfant de Premier ministre pendant toute votre vie, que vous avez connu Matignon, que vous avez connu les ministères, que vous avez connu un père avec une belle popularité, qui après se lance dans une carrière solo et qui va devenir candidat à la primaire de la droite et qui gagne cette campagne de la primaire avec un score incroyable, et puis qui ensuite est favori de l'élection présidentielle pendant
plusieurs semaines et que donc vous formalisez l'idée que votre père va devenir président de la République, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, tout ça explose. Et c'est une famille qui, je trouve, a vécu ça avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'éducation. Enfin, les gens qui liront le livre peut-être seront plus convaincus que juste par mes affirmations, mais ils verront que les citations de ces enfants, la manière dont ils décrivent leurs sentiments, leurs ressentiments, leurs tourments, je trouve, et je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais c'est fait voilà, avec une certaine élégance et pas mal de profondeur aussi, je trouve. Alors on dit souvent que quand on est innocent, on a une réaction primaire de vouloir se battre pour défendre son honneur. Dans le cas de François Fillon, on sent très vite un homme KO debout par les accusations et les révélations du Canard enchaîné. Comment a-t-il réagi à ces accusations? Avant même la sortie du Canard enchaîné, c'est-à-dire aux alentours du 21 janvier 2017, François Fillon se trouve à Berlin avec Henri de Castries qui travaille avec lui dans sa campagne à l'époque et Bruno Le Maire qui est à l'époque aussi dans son entourage. Et ils sont allés voir Angela Merkel à Berlin. Et juste avant de reprendre l'avion du retour, François Fillon a un coup de fil du Canard enchaîné qui lui dit voilà, bah, écoutez, nous dans quelques jours, là, on va sortir des articles sur le travail qu'on estime fictif de votre épouse. On vous avait posé quelques questions en amont depuis quelques temps. Vos réponses ne nous ont pas satisfaits, donc on va sortir l'article. Et en fait, François Fillon, tel qu'il le raconte dans le livre et que Henri de Castries le raconte dans le livre aussi, à ce moment-là, n'est pas si tourmenté que ça. Il se dit, bon, bah, c'est un des qu'on appelle les boules puantes dans une campagne présidentielle. C'est jamais un moment agréable, mais c'est déminable. C'est le terme qu'il utilise dans le livre. Puis sort le Canard enchaîné. Il est certes un peu chamboulé, mais pas tant que ça. Et puis il part à Bordeaux le jeudi pour sceller sa réconciliation et la mise en scène de sa réconciliation avec Alain Juppé. Et à Bordeaux, il apprend que le parquet national financier ouvre une enquête. Et là, ça change tout pour lui. Il rentre en avion de Bordeaux, en avion privé de Bordeaux ce jour-là. Et en atterrissant, pour vous dire un peu à quel point l'ouverture de l'enquête par le parquet national financier et la magistrate Eliane Houlette, qu'on connaît maintenant bien puisqu'elle a parlé de pression dans cette enquête, eh ben, va sceller le début de ses ennuis, plus que l'article du Canard enchaîné. Et donc quand François Fillon atterrit de Bordeaux, il appelle un de ses plus vieux amis qui s'appelle Igor Mitrofanov, qui est la plume de François Fillon, c'est-à-dire la personne qui lui écrit ses discours, et il lui dit au téléphone, tu sais Igor, si j'avais pu me jeter dans le vide pendant le vol, je l'aurais fait. Et en fait, donc François Fillon me raconte ça, et quand je me demande mais pourquoi en fait à ce point-là le Canard enchaîné ça change tout, bah, parce qu'en fait l'encre du Canard enchaîné n'est même pas sèche que le parquet national financier ouvre une enquête. Et là il se dit que la temporalité qui va être choisie par cette juridiction spéciale, qui a à son tableau de chasse beaucoup d'hommes politiques de droite, dont Nicolas Sarkozy, et qui est réputé faire bénéficier de traitements de défaveur les hommes politiques de droite, il sait que sa campagne va être empêchée. Et alors, vous dites, il ne réagit pas, et c'est un peu le signe de sa culpabilité. En fait, on peut ergoter sur la stratégie de défense de François Fillon et peut-être dire qu'elle n'a pas été la bonne, mais lui, il avait fait le pari d'un peu du légitimisme, c'est-à-dire, je ne peux pas être candidat de la droite des valeurs, la droite conservatrice, on en a parlé, et refuser une convocation chez les juges, et faire mon matamor d'une certaine manière un peu démago en jouant le bravache. Et il était persuadé que c'était déminable aussi sur le plan judiciaire. En fait, l'histoire du travail de Pénélope Fillon, elle est à la fois très compliquée et très simple. Très compliquée parce que c'est compliqué de se défendre, compliqué de parler de la palpabilité du travail d'un assistant parlementaire, surtout quand c'est votre conjoint ou votre épouse et qu'on se doute bien que c'est extrêmement informel. Donc ça, c'est une chose, et c'était le travail des avocats Fillon de le déminer pendant le procès ou l'instruction. Mais on parle quand même de contrats de travail tout à fait officiels, de François Fillon payer des impôts chaque année sur les salaires que percevait Pénélope Fillon. C'est pas une affaire de caisse noire, de rétrocommission, de pot de vin, de financement de partis politiques. Et donc il se disait qu'à partir du moment où lui c'était officiel et qu'il n'a jamais caché ses revenus et que l'administration française ou celle de l'Assemblée nationale ou l'administration fiscale ne lui avait pas cherché des poux, il pensait que voilà, c'était tout à fait contournable comme problème. Et puis après, il a vu la machine se resserrer. Quand il dit au JT de TF1
que s'il est mis en examen, ça serait la seule chose qui le ferait arrêter sa campagne. C'est pas une erreur morale, c'est une erreur tactique. C'est parce qu'il n'imagine pas un seul instant qu'il va être mis en examen. Mais les gens en ont fait un parjure une fois qu'il est resté candidat. Mais c'est parce que c'était impensable pour lui que la justice, en pleine campagne présidentielle, et sur la base d'une affaire pour lui aussi, comment dire, pas légère, mais en tout cas habituel, quoi. Il y avait plus d'une centaine de parlementaires qui employaient leurs conjoints, ils ne pensaient vraiment pas être mis en examen. Vous parlez de légèreté, c'est plus que de la légèreté, l'affaire des costumes. Alors les costumes, c'est très intéressant et ça, il explique bien dans le livre. En fait, on peut dire que François Fillon a été absolument pas malin d'accepter les costumes et il le raconte dans le livre qu'effectivement, si c'était à refaire, il ne le referait pas et qu'il le regrette profondément. Mais c'est pas non plus un péché mortel ou comment dire, une énorme faute morale quand on sait comment ça se passe. Depuis des années, la maison Arnise, la fameuse maison où il a reçu 2 costumes de la part de Robert Bourgi, lui faisait des réductions, comme à Pierre Moscovici, comme à plein d'autres hommes politiques. Alors on peut estimer que bon, les hommes politiques sont ultra favorisés d'avoir des réductions de la part de maisons de couture, mais bon, ça se passe comme ça en France, et ces maisons-là sont contentes d'habiller des clients qu'elles estiment prestigieux. Et donc, depuis des années, il va chez Arnise, il a des réductions, etc. Avant la campagne présidentielle, après la primaire, quand il gagne la primaire, la maison Arnise lui écrit en lui disant cher monsieur, bravo pour votre victoire à la primaire, nous serons toujours là à vos côtés, ravis de vous habiller et fiers d'être votre tailleur, etc. Et puis un jour, pendant la campagne présidentielle, alors qu'il est au fond du trou, il reçoit un colis avec 2 costumes. Et il n'y a pas marqué Robert Bourgi en clignotant sur la boîte. Il y a juste marqué Arnise. Et il se dit, bon, bah, ils me font un cadeau. Et il n'a pas le droit d'accepter un cadeau pendant une campagne présidentielle. C'est interdit par la loi. Et donc, déjà, il aurait dû retourner le paquet. Mais si vous voulez, il ne s'est pas dit, bon, ben génial, Robert Bourgi, qui est l'avocat de la France-Afrique et qui n'est pas forcément bien sous tout rapport, m'offre un cadeau et je le prends parce que de toute façon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, un de ses enfants, Charles Fillon, qui est son fils aîné, arrive à bosser au manoir de Bossé le week-end suivant et dit à sa mère, à Pénélope, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de costume? Papa est tombé dans un piège ou quoi? Et en fait, François Fillon dira à son fils plus tard, je le raconte dans le livre, en fait, j'étais plus en état de réfléchir à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que c'est une petite erreur, entre guillemets, en tout cas quand on connaît la relation entre François Fillon et cette maison de couture, mais cette petite erreur, effectivement, est devenue un espèce de cataclysme sur le plan symbolique. Alors pour moi, le vrai scandale de cette histoire de François Fillon, c'est le parquet national financier, avec les révélations de sa magistrate Éliane Houlette dernièrement, où on a un organe créé par François Hollande qui s'acharne sur les hommes politiques de droite, qui est idéologisé. Est-ce que finalement les juges politisés, ce n'est pas le vrai problème de la démocratie en France? Mais bien sûr, en fait, le pouvoir des juges, quoi qu'en pensent les admirateurs de cette caste ou les défenseurs de cette caste, c'est quelque chose de très dangereux pour le fonctionnement des institutions démocratiques, sans vouloir utiliser des grands mots. En fait, l'immixtion de la justice pendant cette campagne présidentielle de 2017, elle symbolise à quel point finalement, des choix politiques et idéologiques peuvent avoir des conséquences exceptionnelles sur la vie politique du pays. La temporalité choisie par le parquet national financier, le choix même des procédures, c'est-à-dire on passe d'une enquête préliminaire à une information judiciaire, puis la mise en examen, puis le choix du juge d'instruction, Serge Tournaire, connu pour sa férocité à l'égard des hommes politiques de droite. Serge Tournaire est choisi... il est choisi par le tribunal de grande instance de Paris et le président du tribunal de grande instance de Paris. Et ce président du tribunal de grande instance de Paris attend que ça soit le tour de permanence de Serge Tournaire pour le nommer juge d'instruction de cette affaire. C'est-à-dire que, en fait, les juges avaient les outils en main pour encercler François Fillon et le condamner. Or, on a bien vu dans les choix procéduraux et dans la manière dont a été menée cette instruction que c'était une instruction à charge. C'est-à-dire que les témoins qui étaient choisis par les juges d'instruction étaient ceux toujours à charge, parfois des anciens camarades de classe de François Fillon qui n'avaient pas vu François Fillon depuis 15 ans, mais qui avaient des histoires soi-disant très probantes à raconter sur le travail de Pénélope Fillon, quand des témoins à décharge proposés par la défense de François Fillon étaient eux balayés d'un revers de manche. Et
on aura beaucoup de mal à croire qu'il n'y a pas de visée idéologique derrière, puisque François Fillon, dans sa campagne présidentielle, incarnait tout ce que déteste le syndicat de la magistrature et son fameux mur des cons, où on voit bien que sur le mur des cons, si vous voulez, c'est la France de droite, c'est les pères des victimes, c'est des éditorialistes conservateurs, c'est des hommes politiques de droite ou de droite de la droite même. Et François Fillon, effectivement, il incarnait à ce moment-là exactement l'inverse de ce qu'on apprend à l'école nationale de la magistrature, et qui est vraiment à gauche. Il suffit de voir qui sont les chargés de cours, sur quoi les élèves font des exposés, même le choix du nom des promotions d'élèves, etc. C'est une école extrêmement idéologisée et ancrée à gauche, et en tout cas très loin des philosophies conservatrices ou libérales. Et donc voilà, il y a eu un aspect à la fois technique et idéologique dans la manière dont la justice a procédé dans cette affaire, qui a fait que le candidat de la droite ait été condamné. François Fillon a incarné la droite des valeurs au moment de sa candidature à l'élection présidentielle. Il a suscité un véritable espoir à droite pour venir remplacer le quinquennat catastrophique de François Hollande. Aujourd'hui, c'est la Bérésina à droite. Quel espoir pour la droite pour les prochaines élections présidentielles? Alors, en fait, c'est ça qui est dramatique quand on a un espoir que la droite conservatrice en France devienne majoritaire et exerce le pouvoir et permette un peu un changement de cap sur les sujets civilisationnels. C'est que c'est très compliqué. C'est un équilibre extrêmement subtil entre une incarnation, une ligne et un moment. Moi, je parle même de kairos, voilà, le mot grec qui explique à quel point la fragilité de trouver le moment où vous allez détenir la bonne formule pour ça. Et c'est pour ça que François Fillon, sa chute est d'autant plus dramatique. C'est que François Fillon, 5 ans avant 2017 ou 2 ans après, il n'aurait jamais fait cette campagne. C'était le bon moment de sa vie. Il avait fait la synthèse entre le séguiniste de sa jeunesse qu'il était et ensuite l'homme un peu plus consensuel qui avait été obligé à quelques compromis, voire quelques compromissions même peut-être sur le plan idéologique avec Nicolas Sarkozy, avec tous les ténors de la droite pendant plusieurs années. Et parce qu'il était seul, justement, parce qu'il a fait ce programme hors parti, parce que c'était le bon moment de sa vie, parce que le réel aussi imposait d'avoir un projet très radical sur le plan régalien, sur le plan civilisationnel, sur le plan sociétal, eh bien, il s'était senti pousser des ailes pour porter ce projet. Mais effectivement, tout a volé en éclats parce que c'est pas de sitôt qu'on va retrouver quelqu'un qui a à la fois la crédibilité d'un ancien Premier ministre et de quelqu'un qui a une longue carrière en politique et qui en même temps aura le courage ou la témérité de prendre des risques et de proposer une ligne à rebours de l'ère du temps et de l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gens voilà, très doués, très intelligents, que ce soit François-Xavier Bellamy, que ce soit Marion Maréchal Le Pen, qui a quand même des qualités de charisme, de communication, etc. Mais à chaque fois, eux, il leur manque quelque chose, soit une épaisseur, soit une expérience, soit une audience. Et c'est vrai que François Fillon, lui, cochait toutes les cases pendant quelques mois de la campagne présidentielle de 2007 avant que celle-ci ne vire à la tragédie. Merci Tugdual, Denis, pour cet entretien et pour nous avoir parlé de votre livre « La vérité sur le mystère Fillon ». On conseille à tous nos éveilleurs de l'acheter, il est disponible partout et je crois que c'est un carton de librairie. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur le site des éveilleursdespérance.fr ou sur notre chaîne YouTube.